On a vu que l'anonymat, on peut s'en servir. Alors, anonymat, vous avez vu que anonymat, ça peut être important pour les transactions. Il y a des transactions monétaires. On a utilisé une technologie d'anonymisation de transactions monétaires pour anonymiser les transactions de point de vue général. Parce qu'on peut transacter beaucoup d'actifs. Là, maintenant, on va vous montrer comment, de manière très concrète, avec des données utilisateurs concrètes, qui nous ont fournies par Enedis, tu parles sur la responsabilité. C'est les données de consommation. C'est les données de consommation, vos données de consommation, ce que nous en faisons pour garantir l'anonymat. En tout cas, Benoît, qui travaille dans mon département aussi, on est collègues, data scientist, grand spécialiste de ces questions, et qui a une longue expérience de tout cela, va nous expliquer. C'est la fameuse polémique autour des compteurs Lindy. Je n'entrerai pas dans la polémique, mais en tout cas, tu vas nous expliquer. Ça va être rigolo. On va voir si on va dans les sujets polémiques ou pas. En tout cas, merci David pour la présentation. Donc oui, je me présente, je suis Benoît Grossin, je suis chef de projet senior à EDF R&D et je travaille beaucoup sur les sujets données et intelligence artificielle. Et on a dans mes projets tout un volet d'activités autour de la privacy. Et ce que je peux dire en introduction, c'est que finalement les perturbations de planning qu'on a connues dans cette journée sont bienvenues parce que toute l'introduction qui a été faite par Olivier niveau Octopies reprend des éléments que je voulais vous transmettre sur la question de l'intimité, du compromis entre l'intimité des données à caractère personnel et les usages secondaires qu'on a envie de développer. En tout cas, moi, je ne vais pas parler de données du domaine médical, je vais bien parler de données de consommation d'électricité. Je suis d'EDF. Ce que je peux dire comme introduction, c'est qu'on va parler de données effectivement de consommation d'électricité et il faut savoir que ce sont des données à caractère personnel. À EDF, on le sait bien, c'est peut-être un peu moins au-delà d'EDF. En tout cas, ces données-là, elles sont sensibles et elles sont qualifiées de données à caractère personnel, au moins pour deux éléments. Déjà, c'est une donnée qui a un pouvoir identifiant. Si on prend la série de vos consommations d'électricité 5 jours d'affilée, voir combien d'énergie vous avez consommé d'électricité lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, en fait, on va obtenir une série de chiffres qui est identifiant. C'est un quasi-identifiant dans la population française. Donc ça en fait, au sens du RGPD, un identifiant indirect et donc une donnée à protéger. La CNIL aussi a émis un avis sur ces données de consommation d'électricité et a dit que ce sont des données sensibles parce qu'elles peuvent révéler des informations sur la vie privée, notamment la question des périodes d'absence, sur les heures de lever et de coucher d'un foyer. Moi, je serais un peu plus nuancé sur ça, parce qu'on a fait d'autres études en interne côté EDF. C'est pas aussi simple de dériver d'une donnée de consommation d'électricité toutes ces informations de façon définitive. En tout cas, on ne remet pas en cause cet aspect données de consommation d'électricité est une donnée à caractère personnel, mais on est aussi dans un contexte où on a besoin d'avoir des utilisations secondaires. Si je reprends le vocabulaire qu'a utilisé Olivier côté Octopies, ces données-là, on en a besoin comme support à plein de problématiques, que ce soit pour gérer les questions de transition énergétique ou pour lutter contre le réchauffement climatique. On doit développer des algorithmes avec ces données-là sans compromettre la confidentialité. Et toute la question justement est de concilier protection de la confidentialité des données de consommation d'électricité et usage secondaire pour développer des algorithmes. Un exemple d'algorithme pourrait être un outil de ciblage pour une collectivité pour voir quels sont les bâtiments à rénover en priorité. Et donc pour concilier ce qui semble sur le papier comme ça un petit peu inconciliable, on travaille à EDF R&D sur des technologies qu'on appelle, quand on appelle c'est pas EDF, c'est plus globalement, des Privacy Enhancing Technologies, donc des technologies qui permettent d'améliorer la confidentialité, en tout cas de la protéger. Et j'ai trouvé une définition, alors j'ai une définition parce que là aussi il y en a plusieurs, de ces technologies-là qu'on nomme des PETs, que ce sont des solutions digitales
donc numériques, qui permettent de collecter, traiter, analyser et partager de l'information en protégeant la confidentialité et la privacy de ces données. Et donc, dans ce chapeau-là, les technologies, je les mets au pluriel, technologies, parce qu'il y a tout un panel de méthodes qui existent. Et là, je vais vous en présenter deux qui nous intéressent particulièrement côté EDF R&D. Donc la première, elle a été mentionnée à un moment donné dans la journée, mais elle n'a pas été détaillée, c'est la differential privacy, ou la confidentialité différentielle, qui peuvent être assimilées à des techniques de floutage de l'information. Donc ça, c'est des technologies, des méthodes qui fonctionnent sur des données agrégées. Et on a aussi des travaux en interne côté EDF R&D pour générer de la donnée synthétique. Et, ce ne sont pas des avatars comme on a pu voir, c'est pas la même technologie, mais on arrive à générer des données qui sont des fausses données mais qui ressemblent à des vraies données. On va commencer par la partie differential privacy. Donc pour dire que ce sont des méthodes qu'on regarde nous depuis quelques temps et dont le principe est assez simple d'un point de vue mise en œuvre, c'est ajouter un bruit statistique sur une donnée qu'on a agrégée pour faire en sorte que les informations spécifiques à un individu qui participe à l'agrégat ne soient pas réidentifiables, qu'elles soient cachées. Donc c'est un réflexe qu'on aurait quand on veut, et qu'on peut voir par exemple sur d'autres types de données. Si on veut anonymiser un visage, on va flouter ce visage. Et on fait à peu près la même chose sur des données de consommation d'électricité. Le flou, c'est un bruit qu'on rajoute sur cette donnée-là. La force de ces méthodes, de cette approche qui est aujourd'hui très valorisée comme étant une technique puissante de protection de la confidentialité, c'est qu'elle est pilotée, qu'elle s'adapte à la donnée qu'on veut protéger. On n'a pas besoin de définir a priori un bruit qu'on va mettre sur notre donnée de consommation. C'est la méthode qui va juger du risque qu'il y a de réidentification de données individuelles dans notre agrégat et qui en fonction va appliquer plus ou moins de bruit à certains moments de notre jeu de données qu'on veut protéger. L'avantage aussi, c'est qu'on a des garanties mathématiques de protection de la confidentialité qui permettent de montrer qu'un attaquant ne peut pas réidentifier une donnée personnelle une fois qu'on a appliqué la differential privacy. Par contre, il y a des inconvénients, c'est que le paramétrage n'est pas intuitif, on verra. On a un paramètre qui s'appelle epsilon, qui est un peu abstrait, mais qui est central dans l'application de la méthode. Et pour nous, un des problèmes qu'on a eu et qu'on a résolu, c'est que la solution n'est pas prévue nativement pour être appliquée sur une série temporelle. Alors que nos données de consommation, finalement, ce sont une succession de valeurs de consommation qui sont collectées soit à des pas très fins, 15 minutes, tous les 15 minutes ou toutes les journées. On a des séries temporelles et donc il faut adapter ces méthodes-là à ce contexte série temporelle. Et ça, c'est pas simple. Je vous disais, la mise en application, très simple. On a des données agrégées, donc c'est un résultat brut qu'on n'estime pas protégé. On ajoute le bruit qui est défini par la differential privacy et on a un résultat protégé. Très simple. Ensuite, quand on rentre dans les détails, ça l'est moins. Et comme je vous le disais, il y a ce paramètre epsilon qui est central dans l'application de la differential privacy. Et c'est un paramètre en fait qui va définir le niveau de protection de la donnée qu'on va obtenir. Et ce paramètre qu'on appelle aussi le budget privacy, il faut le choisir et il varie entre 0 et l'infini. Et plus on est proche de 0, plus la donnée est protégée. Et donc on se dit, c'est simple, on met à 0, on met une valeur très petite et c'est réglé. Ben, c'est pas aussi simple que ça parce que si on met à une valeur très petite, ça a tendance à générer énormément de bruit de protection et donc on perd l'utilité de l'information. On a finalement la donnée initiale, elle est bruitée énormément et on ne sait plus ce qu'on a comme données. On perd la fidélité de l'information. A l'opposé, si on met un epsilon très grand, mais les bruits sont très petits. Par contre, on n'a plus de garantie de protection. Donc il va y avoir une recherche de compromis entre utilité et protection. Dans la pratique, les valeurs qui sont utilisées sont situées entre, on va dire, 2, en tout cas, on va essayer d'être petit, entre 1 et 10. Si on dépasse 10 dans la valeur de l'epsilon, on peut dire qu'il n'y a plus de protection.
Et comme je vous disais, ce paramètre il est un petit peu abstrait. Quand j'ai essayé de vous l'expliquer, vous voyez que ce n'est pas un paramètre facilement, en tout cas pas intuitif. Et donc nous on a fait ça sur nos données de consommation d'électricité. Alors quand je dis nos données, là c'est un exemple qu'on a joué sur des données qui sont en open data, des données anglaises. Et la courbe qu'on voulait protéger, c'est la courbe bleue que vous voyez, qui est une conso, un profil typique de consommation hebdomadaire d'un ensemble de foyers anglais. Et donc quand on applique naïvement la differential privacy, dans nos premiers essais c'est comme ça que ça s'est passé, on a obtenu des courbes qui étaient les courbes que vous voyez, les courbes qu'on a dit protégées, donc qui sont de couleur, alors je suis un peu daltonien, orange et verte je pense. Et donc on voit qu'on a un petit souci quand même, c'est qu'elle ne ressemble pas du tout à la courbe bleue, et donc on a perdu le côté informatif de notre courbe protégée. Et donc on a travaillé dessus, sur cette question-là pendant 3 ans pour adapter plus finement la differential privacy, faire une optimisation de la méthode pour arriver à ce genre de résultat où on a toujours notre courbe bleue, qui est la courbe réelle, celle qu'on veut protéger, et là des applications avec différents paramètres epsilon de protection de la differential privacy. Et comme je vous le disais, on voit que on a cette recherche de compromis entre protection et fidélité. La fidélité, ici, on l'a mesurée avec un indicateur qui s'appelle le MAPE. Et l'epsilon, vous le voyez. Et donc, on voit que quand on protège à 0,5, donc c'est une protection très très forte, on arrive à une courbe orange qui s'éloigne assez nettement de la courbe réelle. Donc, c'est pas satisfaisant. À l'opposé, on a une courbe rouge où on a une forme très très proche de la courbe réelle, et donc on dit c'est très bien, mais on a un epsilon qui est à 15, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au-dessus de 10, on n'a pas de protection finalement garantie de façon mathématique. Et donc le meilleur compromis qu'on peut obtenir, c'est la courbe verte que vous voyez, où on a à la fois une précision qui est presque aussi bonne que la courbe rouge, mais on a une epsilon qui est à 5, et donc on est dans les standards d'application de la differential privacy. Donc ça, c'est des implémentations optimisées qu'on a fait de la differential privacy et qui fonctionnent. Si certains veulent voir un petit peu comment on fait ces optimisations, là j'ai indiqué un article qui a été rédigé à plusieurs, dont Ghislain qui est ici, et qui présente nos premières améliorations de la differential privacy appliquées aux données énergétiques. Depuis, on a fait mieux, mais on n'a pas encore publié nos méthodes. Et donc la seconde technique PETS qu'on travaille côté EDF R&D, ce sont des générateurs de données synthétiques basés sur des modèles d'IA. Où on a utilisé, alors je ne sais pas si vous êtes familier avec ces modèles d'IA génératifs qui sont maintenant un petit peu anciens, mais dans le domaine de l'IA on est vite ancien, mais ce sont des modèles de deep learning qu'on appelle GAN, dont le principe est d'utiliser des données réelles et apprendre à générer des données qui ressemblent. Et dans le fonctionnement interne de ces modèles GAN, le principe c'est d'avoir vraiment 2 sous-modèles qui vont se battre. Un premier modèle dont le but va être de générer des données synthétiques à partir d'exemples de données réelles. Et un autre modèle qui est le discriminateur qui va essayer de distinguer le jeu de données synthétiques des données réelles. Et si le discriminateur arrive à séparer les deux, ça veut dire qu'elles ne se ressemblent pas les données, et donc il y a une mise à jour du générateur qui va dire ah ben, finalement le discriminateur a vu que j'avais fait des données synthétiques, c'est qu'elles ne ressemblent pas assez à la réalité, donc je vais mettre à jour mes poids et je vais faire autrement. Et donc au fur et à mesure, il y a un équilibre qui se crée entre les deux, et on arrive à faire des données synthétiques qui ressemblent aux données réelles. C'est le principe général, ce n'est pas la seule méthode pour faire de la génération de données. Il y a d'autres initiatives, d'autres types de modèles à EDF R&D, dont les systèmes multi-agents qui sont des systèmes un peu plus anciens. Et puis il y a des modèles de diffusion qui pour le coup sont des modèles très très récents. En tout cas, ça c'est des choses qu'on a pu faire pour Enedis, et on a développé un générateur de données synthétiques qui s'appelle DeepGrobogen. Il y a un article qui a été publié il y a un peu plus d'1 an, que vous pouvez aller consulter, qui présente un petit peu comment ça fonctionne. En tout cas, on a eu un partenariat avec Enedis dans le cadre d'un contrat de recherche
régulées. Et ça nous a permis de développer ce générateur. Et notre générateur sort des données qui ressemblent à des données Linky, individuelles, mais qui ne sont pas des données Linky. Elles ont toutes les caractéristiques des données initiales. Et donc là, je vais un petit peu abonder ce que disait Octopies aussi sur l'intérêt d'avoir des générateurs de données synthétiques. Il y a plein de bonnes qualités, c'est facilement configurable, c'est un programme informatique. On lui dit finalement je veux avoir 10 000 courbes, il va nous sortir 10 000 courbes. Ça coûte pas cher une fois qu'il est construit, c'est faire tourner un programme informatique. C'est des générateurs qui en général aussi ont des bonnes capacités en termes de temps de calcul. En très peu de temps on peut constituer des gros jeux de données. Donc on a plein de bonnes propriétés. Et puis ceux qui font ça disent en général, vu que c'est des données synthétiques, on a résolu le problème de la privacy. Et là, je pense que c'est pareil, comme le disait Octopies, c'est quelque chose qu'il faut aller vérifier. Même la CNIL dit, c'est pas parce que ce sont des données synthétiques qu'il n'y a pas de problème de privacy. Donc il y a tout un volet d'activité pour aller prouver que nos données synthétiques ne sont pas n'enfreignent pas des règles de privacy par rapport aux données réelles qui ont servi à apprendre le modèle génératif. Et donc ça, c'est des activités qu'on a aussi spécifiques sur l'étude de la privacy des données synthétiques. Et ça pose la question plus généralement de c'est quoi une bonne donnée synthétique? Voilà, ça fait sourire certains. Ça fonctionne, en fonction des générations, il y en a qui font pas de C'est les inconnus. C'est les inconnus. C'est les inconnus, ouais. Non, mais j'ai déjà présenté ça, c'est un public plus jeune, vraiment très jeune, et ils n'avaient pas la référence. Ça m'étonne pas. Donc j'ai dû expliquer le bon chasseur, le mauvais chasseur. Donc là, je pense que là, on est bon. En tout cas, pour nous, dans les données synthétiques, il y a 3 dimensions à vérifier pour dire on a des bonnes données synthétiques. C'est la fidélité, il faut que nos données synthétiques ressemblent à la donnée réelle. C'est l'objectif premier quelque part. Il faut que les données synthétiques soient utiles. Donc si on remplace des données réelles par des données synthétiques pour caler par exemple un modèle de prévision, il faut qu'on fasse au moins aussi bien que les données réelles. Et la privacy est souvent oubliée, mais pourtant elle est centrale. Et là, il faut développer un ensemble de métriques, voire d'attaques de la privacy pour prouver que nos données synthétiques n'enfreignent pas la privacy des données réelles qu'on a pu utiliser. Et donc on a développé tout un champ d'activité spécifique pour définir un passeport privacy des données synthétiques. C'est un travail qui est en cours côté EDF R&D. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bravo. D'autres questions? Vas-y, Christophe. Sur la première partie, La différence à privacy. La différence à privacy. En fait, c'est marrant parce que c'est une histoire d'optimisation quelque part. Ces fameux paramètres epsilon, c'est une histoire d'optimisation. J'ai plusieurs questions. La première, c'est de dire, mais est-ce que c'est vraiment qu'un seul paramètre? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que c'est une valeur scalaire qui est suffisante pour effectivement caler, comme vous le dites bien, entre ok, je peux pas récupérer les données où ça ne me donne aucune information entre guillemets sensible autour des données et je suis suffisamment représentatif. Est-ce que ce paramètre scalaire est suffisant ou est-ce qu'en fonction des types de données qu'on veut privaciser, je ne sais pas si ça se dit, finalement est-ce que c'est pas plutôt un vecteur de paramètres et du coup est-ce qu'il n'y a pas justement pour aider à essayer d'optimiser ce set de paramètres, est-ce que c'est pas finalement des caractéristiques fondamentales qu'on est capable d'identifier pour caractériser non seulement qu'est-ce qui permet d'identifier la donnée et qu'est-ce qui est une mesure de la qualité de la donnée. Ouais, ça ne se résume pas à uniquement cet epsilon qui est, oui, une valeur scalaire, mais derrière ça, il y a tout un travail en fonction de la donnée qu'on veut protéger et toutes les optimisations que j'évoquais par rapport à nos données de consommation d'électrique, ça a impliqué des choix de représentation de la donnée qu'on a imaginé pour faire en sorte que, in fine, on obtienne ce genre de résultat avec une valeur d'epsilon réduite. Et par exemple, nous, ce qu'on sait dans notre domaine, c'est que la conso d'électricité est très reliée à la température extérieure.
Et c'est ce genre d'optimisation qu'on a utilisé. On a dit finalement la température d'une journée, c'est une donnée publique qu'on peut retrouver sur le site de Météo France, nulle part. Donc ça, c'est une information qu'on peut prendre. Ça ne nous coûte pas quelque part du budget de privacy, c'est de la donnée publique. Mais nous, ça va nous permettre de faire des optimisations et des représentations de forme de la conso d'électricité qui va nous aider à faire une bonne protection avec un niveau d'epsilon réduit. Donc c'est tout ce type d'optimisation, mais qui effectivement ne se résume pas à la valeur d'epsilon. Ouais. Il y a tout un processus très profond et qui est lié à la donnée. Clairement. Mais du coup, est-ce qu'elle a recommencé? Est-ce que quelque part cette méthodologie est générique parce que vous regardez les données de consommation et finalement, j'ai envie de dire, vous regardez sur une autre période de temps, dans une autre région, etc. Est-ce qu'il faut tout recommencer ou est-ce que finalement cette méthodologie elle peut désormais s'appliquer finalement à la... Là, on est encore à un stade expérimental. Cette technique-là, on n'a pas fait de publication de données externes, approché avec des différences à privacy, mais jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, on était en mode un peu étude et au cas par cas. Et les travaux qu'on a en cours, c'est d'en faire une fonction plus générique pour une application un peu plus systématique de ces méthodes-là. Il faut 3 ans d'optimisation, ça va difficilement être propre. Mais tout le travail qu'on a fait là, qui était spécifique aux données que je présente et d'autres données, va être réutilisé pour notre fonction générique. Mais on est rentré dans cette logique-là parce qu'on s'est dit là c'est sympa, on a fait des choses qui donnent des bons résultats, mais c'est très ad hoc, très mode étude, alors qu'on a envie d'avoir une fonctionnalité qu'on pourrait déployer plus largement. Et ça fait que vous arrivez à combien de jours? Parce qu'une courbe réelle c'est 5 jours, et avec votre epsilon, vous avez fait un lien entre le epsilon et le nombre de jours qu'il fallait pour reconstituer l'identifiant unique, ou alors c'est un nombre infini? Le lien n'est pas direct, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Surtout que là, quand je parlais des 5 jours, j'étais sur de la donnée individuelle. Et là, on est sur de la donnée agrégée. Donc c'est finalement la somme ou la moyenne de la consommation de N foyers que je représente ici. Et la differential privacy s'applique que sur des agrégats. Et donc c'est un peu différent. C'est du flou d'agrégat. Ouais, c'est un floutage. C'est pas du flou d'image. Ouais, oui, c'est pas du floutage individuel. C'est la limite de mon analogie. Oui. Oui, qui peut être trompeuse. C'est pas du floutage individuel, c'est du floutage d'agrégat. Mais qui répond à des questions très concrètes dans notre secteur, parce qu'aujourd'hui, la CNIL a défini des seuils minimums de publication d'agrégats, en disant si on doit publier une donnée Linky agrégée au pas jour sur un an, il faut qu'il y ait au moins 100 foyers dans l'agrégat. Et donc ça peut nous limiter dans certaines publications ou certaines utilisations de la donnée. Et là, la differential privacy peut prendre le relais en disant mais si on descend sous les seuils, et on rajoute la fonction differential privacy, on fonctionne sur des périmètres plus petits, mais on a une garantie mathématique de protection et que personne ne pourra revenir à la donnée individuelle. Et c'est assez fort parce que même si, imaginons, l'agrégat fait 50 sites, si quelqu'un connaît la consommation des 49 sites exactement, si on a appliqué la differential privacy, on ne pourra jamais retrouver la conso du site restant. C'est des méthodes assez puissantes et qui permettent vraiment des belles réalisations de protection de l'information individuelle. On a eu l'occasion d'en discuter avec la CNIL de voir tout à l'heure. On a le temps. Juste une question, un peu plus sur le fond et sur l'intention au départ. Bon, j'ai un Linky chez moi, donc je sais pas si vous avez les données. Vous avez donc toujours, vous avez les données de tous les utilisateurs de Linky. Vous les avez de toute façon quelque EDF, part, non, pas. Non. Donc, parce que c'est ça qui me manquait, parce que je ne voyais pas pourquoi, dès que vous passez à, justement comme vous dites, à des agrégats, à des moyennes, c'est pour faire des présentations, pour avoir des tendances, pour se préparer, vous l'avez marqué là, pour la transition énergétique. Je comprenais, évidemment, vous preniez tout ça, je me dis, mais pourquoi est-ce que tout simplement vous anonymisez pas dès le départ, et puis après vous faites ce que vous voulez avec toutes vos données? Vous n'avez pas, donc il n'y a pas toujours, et d'un côté les données individuelles, et de l'autre côté, parce que alors EDF, déjà, on n'a pas tous les clients côté EDF, et si on parle de notre la filiale Enedis du groupe d'accord, oui, alors EDF, peut-être que c'est peut-être eux, ils ont la collecte de l'ensemble des compteurs communicants. Parce que quand ils discutent en point à point avec le propriétaire, c'est bien nos données qu'ils ont. Celles-là, elles n'ont pas été. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce que disait Octopice tout à l'heure pour l'usage.
c'était le terme qu'ils utilisaient, secondaire et principal. Pour l'usage principal pour le client, effectivement, on a le droit d'utiliser la donnée telle qu'elle, et on le fait pour la facturation. C'est ça, exactement. Et c'est l'usage secondaire. C'est les fameux 75% qui étaient montrés tout à l'heure. Tout à fait. Mais alors à ce moment-là, je reviens à ma question, mais pourquoi vous n'anonymisez pas carrément tout simplement? Ça dépend ce qu'on veut faire de ces données-là. Typiquement, on peut prendre l'exemple où on a envie de publier en open data des informations, où on pourrait aussi avoir envie de publier des données individuelles synthétiques pour le domaine académique. Les gens qui rédigent des articles, les équipes de recherche cherchent énormément des sources de données pour montrer l'intérêt de leurs travaux. Mais je pense que la question sous-jacente, en fait, je pense que c'est la même problématique que l'on a dans les données de santé. C'est ça, c'est la même, c'est parce qu'on est en liaison avec les problèmes de santé. Je pose la question. Le nom, le prénom et l'adresse de la personne ne suffit pas à rendre anonyme finalement la donnée. Ah oui, ça aussi, oui, ça suffit pas. Mais ça, voilà, on est en train de voir ça. C'est pour ça qu'on est en train de dire qu'effectivement, ça suffit pas, d'accord. Il faut arriver sur des technologies vachement plus évoluées, parce que si, par exemple, de toute façon, vous le citiez, on a des données publiques sur les données de température, etc. Donc on peut très bien imaginer, même si tu anonymises ta donnée, si tu croises avec d'autres types de données, tu peux réidentifier. C'est le croisement avec d'autres choses, d'accord. Puis le RGPD vous dit de ne pas utiliser de pas demander des données si vous n'en avez pas besoin. Donc même si vous anonymisez, si vous n'avez pas besoin d'avoir autant de données, vous n'êtes pas censé dire elles sont anonymes, je peux faire tout avec. Il faut avoir un objet qui est en relation de proportionnalité avec contacter le client à chaque fois qu'on veut réutiliser ces données pour un type de projet. C'est le même problème qu'on a avec les données de santé. Je viens d'avoir un article là-dessus d'ailleurs où effectivement le temps d'utilisation, une fois pour utiliser les données du système national de données de santé, le fameux SNDS, une fois que l'autorisation a été donnée pour pouvoir utiliser et mener un projet de recherche avec les données du SNDS, donc c'est déjà un processus relativement long, voire très long, le temps d'accéder aux données, c'est encore plus de 2 ans. C'est-à-dire qu'entre le moment où un chercheur dépose un projet et il y arrive à le faire, il se passe 4 à 5 ans. Donc l'épidémie est passée. C'est terminé. Et après, il s'en fout, il est mort. Non, mais voilà, c'est justement, effectivement, si dans ce cadre-là, s'il faut aller rechercher le client en disant, en fait, le DFR&D ou une autre université ou n'importe qui dit, on voudrait réexploiter et expliquer le contexte, c'est l'enfer. Donc il faut arriver effectivement à trouver des technologies où effectivement on arrive à rejouer les données, par construction à montrer qu'effectivement on n'a pas de problème et c'est même plus de la... Enfin si, c'est l'utilisation de données secondaires mais qui n'a plus sens. Merci. Charles, tu veux dire une chose? Oui, bonjour Charles Stassel, donc je suis DFR&D, je suis aussi sociologue de l'innovation et j'ai été vraiment passionné par toute cette journée. Je voulais peut-être juste souligner la diapo, la partie de ta présentation où tu nous parles de compromis entre précision et anonymat, je n'utilise pas le terme. Et je trouve que ça reboucle très très bien avec l'ensemble de la journée, c'est-à-dire qu'on a commencé avec une présentation de Dominique Boulier qui était vraiment très macro, on a bien vu la complexité de comment créer de la confiance. Ensuite, on a eu 3 présentations assez techniques, notamment sur FHE. Je sais que beaucoup d'intervenants ont fait énormément d'efforts pour synthétiser, pour vulgariser. Moi qui suis non mathématicien, non ingénieur, je les remercie, mais j'avoue qu'il y a eu des moments où j'ai été totalement largué. Et je dis pas ça je dis pas ça pour raconter ma petite capacité cognitive. Je dis ça pour me mettre à la place du Kidam. Parce que moi, mon axe, si vous voulez, c'est l'acceptabilité de ces technologies. Par exemple, le véhicule électrique, comment convaincre les gens de laisser leur voiture communiquer avec le réseau pour qu'on puisse optimiser la production d'électricité. Et donc, comment convaincre les gens de cliquer sur la case « j'accepte ». De communiquer quoi. Et je trouve que dans ta diapo où tu fais varier le curseur en fait avec cette notion de compromis, je me mets à la place du consumer, du B2C, de l'end user classique et je me dis tiens, cette entreprise EDF me dit quelque part dans une communication qu'elle va accepter de perdre un petit peu en fiabilité, en précision de la donnée afin de garantir mon anonymat. Et moi ça me parle si je me mets à la place de l'utilisateur final, parce qu'une entreprise un petit peu à la californienne qui dit tout est beau, tout est gentil, compliance, je vous garantis que tout est sécure,
je me dis, bon, il y a peut-être un anguille sous roche, parce que le business, c'est quand même de vendre de la data derrière, donc ça ne me convient pas. Mais là, dans l'approche que tu proposes, voilà, je trouve que ça, pour moi, c'est un gain de confiance, parce que c'est un des keywords de la journée. Oui. Voilà, donc je me permets de partager cette petite réflexion générale, je ne sais pas si c'est utile, mais voilà, pour revenir sur cette diapo avec le curseur qui bouge. Je ne sais pas si tu peut-être si, pardon, j'ai une question. Comment est-ce l'acceptabilité non plus sociale auprès du end-user, mais quelle est l'acceptabilité au sein d'une grosse boîte quand tu présentes ça à des programmes avec des comités scientifiques, etc. et que tu dis, bah voilà, pour garantir l'anonymat, on va perdre un petit peu en fiabilité des données. Est-ce qu'il y a des gens qui te disent, ok, mais alors du coup, quelle est la valeur de cette data pour pour entraîner nos modèles, etc. Est-ce que ça peut gêner? En tout cas, c'est effectivement toujours ce qui guide nos travaux, ce compromis utilité-privacy qu'on essaye de maximiser. On sait qu'on n'arrivera pas au truc parfait. Donc clairement, on fait des compromis et on perd parfois sur l'utilité pour gagner sur la privacy. Et cette question de comment c'est accepté par les gens qui financent nos travaux, ça dépend le contexte d'utilisation. Typiquement, si c'est pour de la publication de jeux de données externes, là on leur donne le moyen de publier des choses qu'ils ne peuvent pas publier aujourd'hui. Donc c'est pas vu comme finalement un pas en arrière, mais un pas en avant, parce qu'ils pourraient publier des données plus fines, des agrégats plus petits, donc peut-être plus informatifs, alors qu'aujourd'hui les règles de la CNIL les bloquent avec des seuils minimums. Donc, et aujourd'hui, si vous allez par exemple sur le site data.enedis.fr, vous allez regarder certaines publications, il est marqué dans les tableaux secrétisation. Et ça, c'est des données que Enedis ne peut pas publier parce qu'ils sont en dessous des seuils de la CNIL. Nous, avec ces méthodes-là, on leur permettrait de ne pas marquer secrétisation, mais de mettre une information qui est certes un petit peu déformée, mais qui reste informative. Donc c'est plutôt vu comme un pas en avant dans ce cas-là. Et sur d'autres sujets, par contre, parfois c'est pas bien accepté. Je crois qu'il y a une présentation, la watermarking de modèles IA. Il n'y a pas ça au programme Non, il y avait du tatouage par contre. Il y avait du tatouage. Ouais. Il y avait du tatouage. Il y avait du tatouage. Il y avait du tatouage. Il a fallu y avoir du tatouage. Mais t'as raison, hein. On pensait à tatouer, à mettre à quelque chose. Parce qu'on a fait pour d'autres questions, pas forcément privacy, mais plus traçabilité, on a développé un système de tatouage de modèles IA avec la R&D, qui fonctionnait très bien, mais qui nécessitait de perdre un petit peu en performance d'un modèle IA. C'était des pouillèmes de points de pourcentage de performance. Et ça passait pas du tout pour nos clients en fait. Ils disaient mais moi je suis pas prêt à perdre un petit peu de performance de mon modèle pour finalement gagner sur des questions de traçabilité d'utilisation du modèle. Et donc c'était un autre cas d'application et donc parfois ça passe pas ce message-là, même à long terme. Mais d'autres fois ça passe très bien. Sur la publication de données, comme je l'ai expliqué juste avant, c'est vu plutôt comme une avancée. Merci. Je pense qu'on peut applaudir pour le droit quand même parce que